Union sacrée, comment et pourquoi faire? Après la présentation de la plateforme, en sait-il plus sur ce à quoi il a adhéré? Face à face spécial, je reçois ce mardi 9 mai, après le journal de 19h, Lambert Mende Omalanga, député national, président national de la Convention des Congolais Unis. 29 avril 2023, l'Union sacrée était au stade des martyrs. L'Union sacrée qui s'est présentée au grand public. Monsieur Lambert Mende Omalanga, bonjour. Bonjour, Christian. Député national, président national de la Convention des Congolais Unis, CCU en sigle. Est-ce qu'à l'issue de cette grande messe au stade des martyrs, on sait mieux ce qu'est cette plateforme? Mais nous savions déjà ce qu'elle était avant de nous rendre au stade des martyrs de la Pentecôte. Nous savions qu'il fallait consolider la majorité au pouvoir autour du président Félix-Antoine Tshisekedi qui en a pris l'initiative et qui voulait élargir la majorité présidentielle. Nous avons perdu quelques membres anciens du FCC qui préféraient rester dans leur coin. Nous avons gardé ce schéma que nous avions choisi dès son élection fin décembre 2018. Donc pour nous, c'est la plateforme majoritaire aujourd'hui dans le pays. Donc aujourd'hui, l'Union sacrée reste toujours la plateforme pour consolider la majorité au pouvoir? Mais naturellement, c'est ce que le président Tshisekedi avait annoncé. Nous nous sommes adressés à lui pour comprendre ce qu'il avait derrière la tête. Il nous a donné des explications qui nous ont paru satisfaisantes et nous avons estimé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas travailler dans l'Union nationale parce que si on regarde l'histoire de notre pays, il n'y a pas un seul gouvernement en dehors de la parenthèse dictatoriale de Mobutu qui n'ait pas été un gouvernement d'Union nationale. De Lumumba à Tshisekedi, c'est toujours des équipes d'Union nationale, des équipes composites qui ont toujours dirigé ce pays. Et on ne voyait pas de raison que nous puissions aller autrement. On n'invente pas la roue. Il y a plus de 2 ans, je vous recevais dans cette émission, à votre entrée à l'Union sacrée. Vous ne saviez pas nous dire ce à quoi vous aviez adhéré, à part la consolidation de cette majorité. Aujourd'hui, adhérez-vous à ce que vous pensiez adhérer? Oui, je pense que nous avons besoin d'unité. C'est un pays très composite, plus de 300 nations ethniques, on va dire comme ça, plus de 700 partis politiques. Sans unité nationale, on ne voit pas comment tout cela peut nous conduire vers des lendemains enchanteurs. Oui, mais en quoi cette union sacrée consolide l'unité nationale? La majorité, oui, mais l'unité nationale en quoi? L'unité de toutes les filles et de tous les fils du Congo qui regardent dans la même direction. Chaque fois que nous avons été désunis, on voit que les gens qui convoitent nos ressources en profitent pour enfoncer un coin et essayer de se servir sur la bête. Donc il faut renforcer le Congo en unissant tous les enfants du Congo derrière un programme lisible. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là. Comment est-ce que vous agissez pour renforcer cette unité? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous le savez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes rassemblés autour de... C'est vrai qu'il y a une charte, mais le modus operandi, quel sera-t-il? Mais la charte a été rédigée, et si elle a été rédigée, c'est sur base de larges concertations entre nous. Nous sommes entre 300 et 400 partis politiques. Et donc, nous nous sommes concertés et nous avons mis à jour cette charte qui nous conduit aujourd'hui. Maintenant, il y a des élections dans 5-6 mois. Plusieurs regroupements sont en train de se constituer parce qu'avec la proportionnelle que nous n'avons pas pu modifier à cause du fait que le pays est en état on va dire état de siège qui ne permet pas la modification de la Constitution. Il faut alors plusieurs regroupements au sein de cette méga structure pour permettre au président Tshisekedi de disposer d'une majorité significative. Donc le but c'est de permettre, et uniquement de permettre au président Tshisekedi d'avoir une majorité et donc de renforcer à sa réélection l'unité nationale. Lui permettre d'abord d'être réélu, ça c'est un objectif. Deuxièmement, nous croyons en sa vision et nous pensons que sa vision mérite une seconde chance, qu'on puisse lui permettre de rempiler. Et pour cela,
il faut que nous alignions le plus possible de Congolaises et de Congolais derrière la vision qui est la sienne. Et donc cette vision, nous l'avons résumée de manière plus ou moins symbolique dans la charte, et tous les regroupements qui vont ou qui ont été déjà constitués travaillent dans ce sens. Pouvez-vous nous résumer cette vision? C'est la récupération d'abord de l'intégrité de notre territoire qui est aujourd'hui menacé par ceux qui convoitent nos richesses. Nous sommes en plein état de siège parce que ceux qui convoitent nos richesses utilisent certains de nos voisins pour essayer de démembrer ce pays. On revient à ces menaces que Lumumba, mon maître, avait dénoncées déjà dans les années 60 en parlant de la balkanisation projetée par certains occidentaux de ce pays. Nous sommes en pleine tentative de nouvelle balkanisation du pays, et donc il faut préserver cette intégrité territoriale du Congo. Ensuite, reconstruire cet immense pays qui a perdu tellement de temps à essayer de rester simplement uni dans les frontières héritées de la colonisation. Et ça se passe comment, ce deuxième volet? Parce que la première rhétorique, elle est connue, elle est plus ou moins bien utilisée, même s'il n'y a pas de solution depuis de nombreuses années, depuis des décennies. Par contre, la deuxième, on ne sait toujours pas comment ou à quelle sauce nous allons être mangés ou réparés. Prenez votre mal en patience. Je pense que lorsque la Commission électorale nationale indépendante va sonner le temps de la campagne électorale, nous présenterons par la voix du président Tshisekedi, qui est candidat, notre candidat, le programme qui est le nôtre. Je ne voudrais pas me faire prendre à défaut d'avoir commencé une campagne électorale avant l'heure. Je suis législateur moi-même, cela est interdit, mais nous préparons sérieusement ce programme que nous présenterons aux Congolais, programme sur lequel nous comptons faire élire Félix Antoine Tshisekedi, faire réélire. Je ne vais pas vous demander de lancer un appel à l'élection de Félix Tshisekedi. Je vous demande juste quels seront les principaux axes, ou quels doivent être les principaux axes selon vous du redémarrage économique de ce pays, du développement de la RDC? Le rétablissement de l'état de droit qui est malmené aux quatre coins du territoire, la sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous voyez ce qui se passe dans l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Vous voyez ce qui se passe dans l'Interland de Kinshasa, ici, dans le plateau des Bateke, où se passent ces conflits entre les Yaka, les Teke. Vous suivez certains discours de ceux qui s'opposent à la réélection de Félix Antoine Tshisekedi, qui vont même à l'étranger offrir leurs services auprès de ceux qui convoitent nos richesses. Donc tout cela nécessite une mobilisation. C'est important. Mais tout cela relève plus du sécuritaire que du politique? Moi, je vous parlais de développement. Ah, mais où se trouve la ligne de démarcation, Christian? Le sécuritaire, le politique, le développement, tout cela fait partie d'un tout. On ne sait pas où s'arrête l'un ou où commence l'autre. Quand vous n'avez pas de sécurité, vous ne savez pas faire de la bonne politique. En tout cas, aujourd'hui, pour que cela change, vous êtes tous rangés en bon ordre derrière Félix Tshisekedi. C'est bien ce que vous dites? Absolument. C'est ce que nous avons voulu montrer en allant le 29 avril au stade des Martyrs de la Pentecôte. À l'annonce de cette émission, beaucoup posent la question, je cite, toute la Kabylie est-elle devenue tchisekédiste? On ne peut donc pas servir ce pays dans l'opposition? Kabylie, tchisekédiste, etc. Des mots uniquement pour diaboliser. Ça ne veut rien dire. Kabylie, tchisekédiste. Moi, je suis le lumumbiste. Aujourd'hui, je suis un allié tout à fait sincère de Félix Antoine Tshisekedi, parce que je retrouve dans sa vision des éléments du programme que mon maître Patrice Emery Lumumba nous a laissé, la lutte pour l'unité et contre la balkanisation de notre pays. Donc on ne peut pas gouverner ce pays en maintenant des ensembles complètement disloqués, et je vous rappelle que c'est le président Kabila qui nous a transporté vers le président Tshisekedi, et que lorsque cette alliance FCC-CACH s'est disloquée en 2021, en réalité, une grande partie d'entre nous avons choisi de rester
et de donner une chance à un élargissement de cette alliance. Alors je ne comprends pas pourquoi on nous accable parfois de noms de petits oiseaux qui ne veulent absolument rien dire. Non, non, on parle en effet de mouvements de transhumance intempestifs. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur que même les derniers irréductibles, on disait que vous en étiez à un moment, même les derniers irréductibles après votre départ, ceux qui vous avaient le plus critiqué au FCC, soient aujourd'hui à côté de vous dans les rangs de l'Union sacrée? C'est une lecture totalement fausse de la réalité. Je serais irréductible. Si je suis irréductible à une doctrine, c'est la doctrine lumumbiste qui m'a vu naître politiquement, qui me verra mourir politiquement. Je n'ai pas d'autre maître que le lumumbisme, c'est-à-dire la défense des intérêts d'une nation qui s'appelle la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé dans ce sens-là après la conférence nationale souveraine. Kabila n'était pas au pouvoir. Nous avons travaillé avec Kabila dans ce sens-là et nous travaillons avec Tshisekedi toujours dans ce sens-là. Alors, on nous dit que c'est une transhumance, mais par rapport à quoi? J'appelle cela simplement une perversion de la pensée, une perversion plus ou moins manichéiste. Le manichéisme étant cette tendance à vouloir idéaliser la position où l'on se trouve et diaboliser la position où d'autres se trouvent, même si on se trouve dans la même position que les autres hier. Diaboliser, idéaliser, etc. C'est de la propagande. C'est sans intérêt. Non, mais hier, certains vous rappellent, vous parlez de lumumbisme. Je parle de lumumbisme, même aujourd'hui. Le président Mobutu était aussi, ou se revendiquait aussi du lumumbisme. Il avait lui aussi en son temps lancé des appels à l'union sacrée. Même si l'union sacrée, à son époque, c'était plutôt l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, partir à l'union sacrée parce que le président vous appelle est une réponse à ceux qui vous reprochent de ne pas avoir répondu en son temps à l'appel du maréchal Mobutu? Je n'ai pas de reproche à recevoir dans ce sens-là, parce que une chose est de dire qu'on peut avoir été avec Lumumba, et Mobutu l'a été, mais une chose est de faire des choses qui rejoignent les enseignements de Patrice Lumumba. Il a été avec Lumumba, puis il a trahi Lumumba, puis il a mis en place un système qui était tout à fait aux antipodes des enseignements de Lumumba. Pendant 32 ans, c'était une dictature qui nous a poussé, nous, lumumbistes, à prendre les chemins soit de l'exil, soit d'une opposition qui a fini par avoir raison de lui. Alors, bientôt les élections, les candidats semblent déjà plus ou moins connus, en tout cas les principaux. Il y a Félix Tshisekedi et il y a les autres. Est-ce que tous les autres devraient pouvoir concourir? Est-ce que tous les autres devraient pouvoir être candidats? Est-ce que certaines lois, semble-t-il en préparation, ne devraient-elles pas être mises au placard le temps de ces élections? Christian, je suis un législateur. Et s'agissant des lois qui devraient être mises au placard, permettez-moi de demander à ceux qui souhaiteraient que certaines lois soient mises au placard, de laisser chacun faire son travail. Nous avons été élus, nous sommes payés par la République pour adopter ou rejeter des propositions de loi. Il y a des lois, je sais à quoi vous faites allusion. Oui, la proposition de loi de Singhi. Nous avons reçu hier monsieur Olivier Kamitatou, qui dit qu'elle est en dehors de la Constitution et que tout cela, ce serait pour empêcher à Moïse Katumbi de participer à cette élection. Je m'étonne que Olivier, qui a dirigé le Parlement, à un moment donné, puisse tenir un tel langage, dans la mesure où nul ne peut exercer la souveraineté d'un pays en lieu et place de ses représentants. Nous avons été élus pour cela, qu'il nous laisse au moins la latitude de décider si cette loi est constitutionnelle, cette proposition est constitutionnelle ou non. C'est à nous à décider, c'est nous les législateurs. Mais il y a comme une sorte de pression pour nous amener à ne même pas examiner cette proposition de loi. Je dis que ça, ce n'est pas manifester un respect pour le peuple congolais qui nous a envoyés au palais du peuple pour examiner toutes les propositions, tous les projets de loi. Nous pouvons rejeter,
Nous pouvons adopter tout comme nous pouvons amender. Donc il n'appartient pas à un individu de venir nous dire cette loi, vous n'avez pas à l'adopter. S'il veut, il vient, il aurait pu se faire élire et venir siéger avec nous pour qu'on en discute et qu'on décide. Mais c'est ce que nous déciderons qui s'imposera, puisque c'est nous les représentants du peuple jusqu'à la fin de la législature. Au prix de la cohésion nationale? Mais quelle cohésion nationale? Il y a une opposition au Parlement. Et opposition... Le fait que nous votions des lois, majorité contre opposition, ne met nullement en danger la cohésion nationale. Bien au contraire. C'est la démocratie, c'est la respiration normale d'une démocratie. Opposition qui n'aura pas beaucoup voix au chapitre dans cet environnement où le camp Katumbi l'a rappelé hier par son porte-parole Olivier Kamitatou, s'accapare de tout, dirige comme elle veut et se fait fi de l'intérêt général. Je ne comprends pas cela. Nous sommes déjà au débat au niveau du Parlement ou quoi? C'est au niveau du Parlement que nous pouvons savoir s'il y a un camp qui s'accapare, qui empêche l'autre. Mais à ma connaissance, dans toutes les séances du Parlement auxquelles j'assiste, les voix sont, les points de vue sont défendus par les uns et par les autres. Et in fine, il y a toujours un vote. Et une majorité qui se dégage et une minorité qui doit s'incliner. C'est la règle de la démocratie. La majorité qui est connue, la majorité qui aujourd'hui manœuvre à ce que cette loi Nsinghi passe, oui ou non? Je ne peux pas appeler cela manœuvre, parce que la loi Nsinghi n'est pas encore en débat. Il faut quand même qu'elle vienne en débat et qu'il y ait des attitudes, des comportements, des propos qui permettent à tel ou tel de nos collègues de dénoncer une manœuvre quelconque. Pourquoi est-ce qu'il faut lancer de telles accusations avant même que le débat n'ait eu lieu? Parce qu'en 2021, le bureau d'études du Parlement avait dit qu'elle n'était pas conforme à la Constitution. Et son auteur ou celui qui l'a endossé est allé le réécrire et il a paru tout à fait convenable au bureau d'études. Le bureau d'études qui n'est pas une instance de décision, je vous le rappelle. Maintenant, c'est à nous, les législateurs, de décider, qu'on nous laisse faire notre travail. C'est pour ça que nous avons été élus, c'est pour ça que la République nous paye. L'Union sacrée qui travaille à la réélection de Félix Tshisekedi, vous l'avez dit. On peut travailler à la réélection de Félix Tshisekedi et voter dans un sens ou dans un autre pour un texte de loi. Cela arrive. On a vu des ministres nommés par le président Tshisekedi. Je vous rappelle les déboires de l'ancien ministre de l'économie qui était nommé par le président Tshisekedi, dont il avait la confiance, être défenestré comme un malpropre par le Parlement, qui est à majorité plutôt favorable à M. Tshisekedi. Donc faites confiance aux parlementaires, il ne faut pas les mépriser comme cela. Donc aucune volonté de vouloir exclure qui que ce soit? Il n'y a pas de volonté d'exclure, on veut simplement préserver les intérêts nationaux. Maintenant. En ce qui me concerne, moi c'est cela que je dis. J'ai beaucoup d'amendements que je peux apporter à cette loi, je pense déjà, mais ce n'est pas dans votre média que je vais commencer à les défendre. C'est à l'Assemblée nationale et c'est peut-être au Sénat que nos collègues pourront aussi apporter leur point de vue. Il faut cesser de sortir le débat du contexte parlementaire pour l'amener en dehors du Parlement. Vous avez dit qu'on n'a pas pu, au cours de cette législature, changer la manière de voter du fait de l'état de siège. Exactement. Comment est-ce que vous allez faire appliquer une loi qui... pour de nombreux observateurs, appelle à la modification de la Constitution? Mais je vous assure qu'il y aura sûrement des amendements dans ce sens-là, pour qu'il n'y ait pas des modifications quelconques de la Constitution en période d'état d'urgence, parce que la loi nous interdit de le faire. Le but étant de parvenir à la réélection de Félix Tshisekedi. Notre but comme groupe au sein de cette Assemblée nationale, nous n'en faisons pas un mystère. Nous voudrions que notre champion puisse rempiler. On n'a pas caché cela. Oui, mais attendez, il y a des collègues qui souhaitent que d'autres personnes qui seront alignées contre lui puissent aussi gagner les élections. C'est la lutte démocratique. Mais rempiler pourquoi? Certains disent rempiler pour garder aussi le même pouvoir. On connaît le politique congolais. Toutes les manœuvres ne visent qu'à rester, arriver ou se maintenir au pouvoir et profiter des oripeaux de la République. Puis-je rappeler que dans la Constitution congolaise, ce n'est pas le président de la République qui nomme les élus. Les élus sont aussi élus
Comme le président de la République, tous nous allons au-devant des électeurs. Ceux d'entre nous qui se verront renouveler la confiance de leurs électeurs reviendront, et il y en a beaucoup peut-être qui ne reviendront pas. Donc prétendre que nous soutenons Félix Tshisekedi pour que lui nous aide à revenir au pouvoir, c'est un non-sens. Comme si Félix Tshisekedi était à lui-même les 46 millions de Congolais qui viennent de s'enrôler dans les registres électoraux. Que pensez-vous de la marche du 13 mai? Nous sommes en démocratie. Je pense que la marche, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est une respiration d'un système démocratique, pour autant qu'ils se mettent d'accord avec les municipalités où la marche va se dérouler. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je ne suis qu'un député. Que pensez-vous des plaintes de l'opposition qui parlent d'exclusion au sein de la CENI de ses membres? Je n'ai pas cette impression. L'opposition est représentée au sein de la CENI. Nous avons reçu au Parlement des listes qui venaient de l'opposition. C'est même le porte-parole du FCC qui est entré comme deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Manara, qui était le plus vocal des députés de l'opposition. Il est aujourd'hui deuxième vice-président. Curieusement, il est devenu un démon. C'est encore une fois cette perversion de la pensée qui consiste à diaboliser quelqu'un dès lors qu'il adopte une position qui n'est pas la vôtre. Et à idéaliser sa propre position. Il faut qu'on en finisse avec cela. Aujourd'hui, le FCC se plaint. Aujourd'hui, Martin Fayulu se plaint. Aujourd'hui, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi se plaint de ne pas participer à la Commission électorale nationale indépendante. Comment espérer avoir un scrutin transparent et crédible sans eux? Moïse Katumbi était membre de l'Union sacrée au moment où la Commission électorale nationale indépendante était constituée. Donc il était bel et bien représenté. Ce n'est pas parce qu'il a changé de camp qu'aujourd'hui, la nuit devient le jour et le jour la nuit. Pour le reste, le FCC, je vous dis que ça se passe au Parlement. C'est le porte-parole du FCC au Parlement qui a pris la représentation du FCC au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne doute pas qu'il ait eu d'autres partenaires, d'autres députés qui auraient voulu venir à sa place et qui sont mécontents. Ça, c'est un débat interne au sein du FCC. Je ne peux pas en répondre. Mais je sais que le député national le plus vocal, qui faisait même le coup de poing contre nous parfois pendant les débats, c'est lui-là qui siège aujourd'hui. Didi Manara. Didi Manara, le docteur Manara, qui siège comme deuxième vice-président de la CENI. Il n'est pas devenu un diable pour autant. Donc aujourd'hui, pas question de recomposer ce bureau. Je n'en vois pas l'utilité parce que demain, il y en aura encore même parmi eux, parce qu'on ne pourra pas mettre tous ces gens du FCC dans le bureau de la CENI, à un poste ou deux, et il y en aura qui seront mécontents et qui vont encore revenir avec des revendications de cette sorte. Je ne pense pas que l'État ou la commission électorale elle-même y survivrait. Mais aujourd'hui, on part, même si Moïse Katumbi a quitté l'Union sacrée après la désignation, on part à des élections où il n'y aura que l'Union sacrée à l'organisation et pas les autres. Il n'y a pas que l'Union sacrée à l'organisation. Non, ne nous parlez pas de Didi Manara. Il y a aussi le FCC. Mais il dit et Moïse Katumbi n'est pas à lui tout seul le Congo. Vous savez, les élections, c'est un exercice démocratique au vrai sens du mot. On y participe volontairement ou on n'y participe pas. Ce n'est pas parce que sur les 50 millions de Congolais qui avaient été prévus à l'enrôlement, il y en a eu 4 millions qui ne se sont pas fait enrôler, que nous n'allons pas considérer l'élection comme représentative du peuple congolais dès lors que 46 millions ont accepté d'aller se faire enregistrer comme électeurs. Tout est question de proportion. Alors, une seule personne, une hirondelle ne fait pas le printemps. Je suis désolé. En termes de proportion, parlons de l'audit du fichier électoral. L'OIF ne peut pas. Est-ce qu'on peut aller avec ce fichier? En rappelant qu'en 2018, après l'audit du fichier, 5 à 6 millions d'électeurs en avaient été soustraits. Évidemment, l'OIF a été peut-être considéré comme l'un des groupes capables d'auditer un fichier électoral, mais l'OIF est-elle la seule organisation pouvant jouer ce rôle?
Je réponds immédiatement non. J'ai personnellement, avec d'autres collègues, déconseillé vivement que l'on fasse appel à l'OIF pour des raisons purement sécuritaires. C'est l'OIF, aujourd'hui maîtrisé au plus haut niveau par une phalangiste du régime du Rwanda qui est à la tête de cette agression qui est faite contre la République démocratique du Congo, qui aurait dû normalement auditer ce fichier électoral. Or, vous savez qu'un fichier électoral fait partie des éléments stratégiques de cet exercice de souveraineté par excellence, qu'est une élection. Comment pouvez-vous, dans un pays normalement constitué, confier l'audit d'un tel document ou d'une telle donnée à quelqu'un qui représente et qui n'a jamais fait mystère de son appartenance au groupe le plus extrémiste qui est au pouvoir aujourd'hui à Kigali qui agresse la République démocratique du Congo. Nous avons déconseillé cela et c'est une bonne chose que l'OIF elle-même ait compris que ça ne pouvait pas être acceptable. Il appartient maintenant à la CENI de faire appel à d'autres structures pour auditer son fichier électoral. L'OIF n'est pas la seule structure. L'OIF qui a dit qu'elle ne peut pas auditer parce qu'elle ne disposait pas d'assez de temps par la CENI et pas à d'autres raisons. Christian, même si on lui avait donné assez de temps, nous serions opposés. En tout cas, nous au Parlement, moi personnellement, j'aurais conseillé à mes collègues de s'opposer vivement. Dès que la commission, puisque la commission allait venir nous faire rapport au Parlement, nous serions élevés avec la plus grande virulence pour nous opposer à ce que l'agresseur de la République démocratique du Congo se permette d'auditer le fichier électoral de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous des incidents créés par le président Kagame en 2018. Il est allé jusqu'à vouloir donner des injonctions à notre juge électoral en disant qu'il faut suspendre la proclamation de Félix-Antoine Tshisekedi le temps que lui négocie on ne sait quoi. Qui va aller comme ça se permettre de donner des ordres à la plus haute instance judiciaire d'un pays étranger, sinon quelqu'un qui a des visées hégémonistes. Et donc nous avons des soupçons sérieux quant à l'attitude du président Kagame, et nous ne pouvons pas laisser un membre de la phalange la plus extrémiste du président Kagame prendre le contrôle de notre système électoral. Vous opposeriez-vous aussi à la tenue des élections avec le fichier tel qu'il est maintenant sans qu'il ne soit audité au préalable? Oh, il sera audité. L'audit du fichier électoral fait partie du calendrier. Nous savons que maintenant que l'OIF a renoncé, la Commission électorale nationale indépendante a promis de se réunir parce qu'elle est indépendante, mais dans le calendrier qu'elle nous a soumis, il est bien indiqué qu'il y a un audit du fichier électoral. Il se fera pas par l'OIF, mais il se fera quand même par un auditeur extérieur. Après les élections, viendra une autre législature. Comment la voyez-vous, cette législature? Je ne vous demande pas de juger ou d'estimer ce qui, selon vous, serait le meilleur résultat de ces élections, mais avec qui pensez-vous possible demain, puisqu'aujourd'hui vous êtes tant opposés qu'on se demande si il est possible de vous voir travailler ensemble demain, avec qui pensez-vous possible au cas où, par exemple, Félix Tshisekedi était réélu, composition d'une majorité au Parlement dans le chef de certains membres de l'opposition aujourd'hui? Ma petite expérience en politique m'a appris qu'il faut éviter de dire jamais, ne jamais dire jamais. Puisque si on avait posé cette question dans le courant de 2018, un homme imprudent vous aurait dit « Jamais nous ne ferons d'alliance avec Félix Tshisekedi » qui était alors un leader très virulent de l'opposition. Et voyez ce qui est arrivé lorsque la majorité parlementaire a été différente de la majorité présidentielle portée par Félix Tshisekedi.
Kabila et Tshisekedi ont trouvé la sagesse de pouvoir se mettre ensemble. Donc ils auraient fait démentir cette présomption-là de dire jamais nous ne pouvons travailler avec un tel. Ce sont des Congolais, pourvu qu'ils représentent le point de vue de la majorité des Congolais. Il faudra qu'ils se mettent ensemble pour conduire le pays vers des meilleurs rivages. C'est tout ce que nous cherchons. Aujourd'hui, de cette virulence, hier nous recevions, on en a parlé tout à l'heure, Olivier Kamitatou, vous ne faites cas, vous n'écoutez pas, tout ce qu'ils disent aujourd'hui n'est que politique, n'est pas reflet d'une certaine réalité. Mais il n'y a aucune décision qui est prise. Il parle de quoi? Quand vous parlez de cette proposition de loi, est-ce qu'une proposition de loi est une loi? Est-ce que c'est une réalité? Il ne parle pas que de ça, il parle de la manière à laquelle le pays est géré aujourd'hui. Mais écoutez, c'est le rôle de l'opposition. Quelle est la manière dont le pays est géré qui soit différente de celle dont il a été quand lui était le numéro 2 du pays? Je ne vois pas. Nous avons les mêmes difficultés au plan sécuritaire, au plan infrastructurel. Ce sont toujours les mêmes difficultés que nous rencontrons. C'est peut-être justement et nous essayons d'y apporter des solutions autant que possible. C'est peut-être justement, année après année, la subsistance de ces mêmes difficultés que la question est allée. Pourquoi autant d'échecs? Est-ce qu'il ne faudrait pas en changer? Il n'y a pas que des échecs, il y a aussi des choses qui militent en faveur d'un certain espoir. Vous savez que nous avons pu obtenir certaines avancées lorsque le président Kabila arrive au pouvoir pour la première fois après l'assassinat de son défunt père, le regretté Laurent-Désiré Kabila. Il fallait en tout cas pas moins de 2 à 3 semaines pour rallier Kinshasa de Tshikapa. Aujourd'hui, on le fait en 1 jour ou 2 jours. Donc il y a des avancées, peut-être un peu lentes, mais il faut peut-être accélérer le rythme. Donc rien n'est comme auparavant. Les choses avancent. Il y a des gens qui sont un peu plus impatients que les autres, mais les choses avancent. Il ne faut pas vouloir simplement diaboliser. Il faut aussi voir ce qui marche. Il faut voir aussi les écueils, les pots de banane qu'on met sous les pieds de ceux qui dirigent. Tshisekedi a perdu 2 ans dans des querelles ridicules avec son prédécesseur du FCC, et donc on ne peut pas dire qu'il a eu un mandat de 5 ans. C'est pourquoi nous pensons qu'il est de bonne loi qu'on lui permettre de rempiler pour lui donner l'occasion de donner le meilleur de lui-même.